Un ancien président protégé à l'étranger, puis remis à son pays sans crise diplomatique. Que s'est-il réellement joué entre le Burkina Faso et le Togo? Derrière l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba se cache une manœuvre diplomatique aussi discrète que stratégique. Pourquoi le Togo a-t-il accepté? Pression, alliance régionale ou simple application du droit? Dans cette vidéo, on décrypte les faits, les dessous politiques et ce que cette affaire révèle des vraies relations entre États en Afrique de l'Ouest. Donnez votre analyse en commentaire. Likez pour soutenir ce type de contenu. Abonnez-vous pour ne rien manquer des grandes affaires politiques africaines. Je pense que cette extradition, effectivement, est soutenue par les bonnes relations entretenues par les deux pays. C'est toujours comme cela, en tout cas sur le plan diplomatique, que cela se passe. À partir du moment où, entre les deux États, puisque ça se passe entre le Burkina Faso et le Togo, à partir du moment où les deux pays entretiennent déjà de bonnes relations sur le plan économique, il faut le dire, le Togo aussi s'est rapproché finalement effectivement de l'AES. Le Togo a une forte diaspora qui se trouve ici au Burkina et nous avons aussi des Burkinabés qui sont au Togo. Donc déjà il y a une volonté entre les deux pays de maintenir un canal diplomatique mais aussi économique. Le Baye Ahmed Koné soulignait tout à l'heure que même dans le passé, effectivement, il y a eu déjà cette proximité entre les deux États. Donc, ça ne part pas de zéro. Donc, je pense qu'il y a un historique déjà entre les deux pays en termes de relations de coopération. Mais c'est aussi un signe qui montre que, effectivement, les États finalement sont plus forts. Effectivement, comme le disait Zou tout à l'heure, les États sont plus forts que les individus. Je pars également du principe qu'à plusieurs reprises, le Togo a, je dirais, essayé de ramener à la raison l'ancien président Damiba. À plusieurs reprises, selon les informations que nous avons, les autorités togolaises ont essayé à plusieurs reprises d'attirer son attention sur les causes finalement de son exil en terre togolaise. Effectivement, en lui disant simplement qu'il y a un certain nombre de règles à respecter pour maintenir effectivement, je dirais, les bonnes relations entre les deux pays et pour que cet exil se passe, je dirais, dans de bonnes conditions. Donc, à partir du moment où il y a un faisceau finalement d'éléments qui montrent manifestement qu'il n'y a plus de respect finalement des clauses qui encadrent cet exil, je pense que de mon point de vue, les autorités togolaises qui elles-mêmes ont aussi, il faut le dire, mené une contre-enquête là-dessus, parce qu'il ne s'agit pas simplement de monter un dossier pour le donner à la partie togolaise. La partie togolaise étant libre d'apprécier elle-même les éléments qui sont soumis à son appréciation, a aussi la possibilité de vérifier également la solidité des informations que lui ont fournies. Et si effectivement ces informations lui semblent tout à fait crédibles, on va du principe qu'à partir de cela, l'extradition devient tout à fait possible. Je pense que c'est bien ce qui a été fait, avec en amont le premier communiqué, celui de la partie togolaise, suivi de celui de la partie burkinabé, pour dire simplement qu'il a été extradé et ensuite qu'il se trouve bien en territoire burkinabé avec toutes les garanties effectivement de procès, comme on l'a souligné tout à l'heure. Donc pour moi, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, et c'est le message fort qu'on peut le dire, entre burkinabés, il faut garder aussi l'idée que la patrie doit se construire plutôt que, je dirais, se déconstruire à travers des actes, je dirais, de tentatives de déstabilisation d'où qu'ils viennent. À partir finalement de ce qu'on a vu comme révélation, je pense que tout ça a montré qu'il faut que nous élevions quand même à un moment donné le niveau du débat pour ne pas rentrer dans des contradictions qui mettent en péril l'unité de la nation. D'accord. Alors, Ahmed Koné avait peut-être devancé l'Iwan dans l'eau. On revient donc à vous avec cette question. Et après, Damiba étant au Burkina Faso, quelle suite donner donc à ce dossier qui est finalement un dossier de justice? Je crois qu'il faut d'abord se féliciter de la coopération entre les services techniques, c'est-à-dire les services de renseignement. Parce qu'on se rend bien compte que la partie togolaise a joué le jeu. Avec donc les Burkinabés, les renseignements ont beaucoup été sollicités des deux côtés. Et cette coopération-là, il faut s'en féliciter, ça c'est un. De deux, les preuves sont là. Trois, il n'y a qu'avant l'arrivée de Damiba,
l'ancien président d'Amiba, on avait mis en place quand même tout un tas de mécanismes au niveau de la justice pour que les peines, etc., soient revues, ainsi de suite. Et aujourd'hui, selon la nature du délit, je pense que les juridictions sont prêtes pour pouvoir juger effectivement ce qui peut ressembler à une forme de forfaiture. Donc ce délit sera jugé par les magistrats selon le code pénal, etc., etc. Bien entendu, comme l'ont dit les autres, il y a cet aspect que la partie togolaise a sollicité qu'un certain nombre de regards. Oui, ils ont demandé des garanties. Voilà, des garanties. Maintenant, tout dépendra de la charge que les magistrats vont ressortir et quelle sera effectivement la réponse de celui qui est accusé. Mais on peut d'ores et déjà constater différents faits. Il n'a pas agi seul. Parce que les preuves qui ont été portées à notre connaissance montrent qu'il y a une sorte de collision d'intérêts entre diverses catégories de gens. Il y a des civils. Et parmi ces civils, il y a des jeunes comme des adultes. Il y a des militaires comme des civils qui agissent aussi. Et nous avons aussi la partie économique, c'est-à-dire financière. Beaucoup d'argent ont circulé depuis lors. Est-ce qu'il y a des commanditaires? Parce que la main de l'étranger ne semble pas étrangère à ça. Quelles sont les ramifications du complot supposé pour l'instant? Parce que ce sont toujours des accusations. Attendons que les magistrats lèvent le coin du voile. Ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas agi ou n'a pas tenté d'agir seul. Quelles sont les ramifications? Qui est impliqué, qui n'est pas impliqué? Pour qui il a agi? Voilà des questions qui interrogent, que l'opinion publique se pose en fait. Est-ce que l'ex-président d'Amiba a agi pour certains intérêts? Quels sont-ils? Et où se cachent les commanditaires? Voilà des questions que l'opinion publique entend voir éclairées par effectivement ce procès qui est en vue. Alors, Yves Zou, beaucoup d'argent. Voilà. D'accord. Votre réaction sur ce volet, que va-t-il se passer après cette extradition? Je pense que c'est la poursuite de la procédure judiciaire, mais Damiba étant un ancien chef d'État, il va sans dire qu'on aura à mettre en place une cour. Quelle sera la nature de cette cour? Et bien sûr, dans les mécanismes de procès, est-ce que ça sera un procès public? Est-ce que ça sera un procès vraiment fermé? Autre aspect aussi, par rapport aux charges qui... En tout cas, les chefs d'inculpation, voilà, qu'est-ce qu'ils risquent? Est-ce que, du moment où il y a la garantie de ne pas appliquer la peine de mort. Voilà. Et bien sûr aussi, tous les acteurs impliqués dans le procès, l'occasion nous permettra d'avoir plus d'informations. Mais ce qui est déjà intéressant, c'est que la procédure a suivi son cours après l'extradition de Damiba, puisque par voie de presse, nous avons eu des suites de vidéos qui prouvent que certains qui disaient dans les témoignages être impliqués à certains niveaux, qu'ils sont au-delà des niveaux qu'ils nous disaient dans les vidéos. Donc je pense que c'est un procès qui va nous permettre d'en mesurer la portée et de voir aussi la crédibilité des structures burkinabées qui disaient, voilà, il y a des tentatives, de nous apporter plus de preuves pour permettre que les gens ne puissent pas dire un jour que c'est une chasse aux sorcières. Oui, alors Amadé Adamasoro. Je pense que le procès sera plus axé sur l'ampleur de délit, il faut ainsi dire, du crime même. Des crimes, oui. Parce que quand on écoute les audios qui sont passés, aucun des complotistes n'a remis en cause la gestion du pouvoir par les capitaines Traoré. Aucun n'a dit que la gestion n'est pas bonne et que les Burkina Faso n'avancent pas. Ce sont en fait des intérêts égoïstes qui sont mis en avant parce que dans un des audios, l'ancien président disait qu'il ne pouvait pas vivre en dehors du pouvoir. Bon, c'est comme s'il était né pour être président. Et surtout, les ramifications. On n'a pas besoin d'être un grand enquêteur pour savoir qu'il n'a pas agi seul. C'est surtout l'aspect commanditaire qui est important, qu'il faut faire ressortir. Surtout l'aspect international. Parce qu'on a eu quand même des déclarations, chaque fois on le répète ici, des anciennes puissances, des anciens partenaires, entre guillemets, qui ont juré de faire regretter le Burkina Faso, le Mali et le Niger, l'option que ces trois pays ont choisi pour leur souveraineté. Donc, ce procès va avoir un volet pédagogique. Ça va nous amener effectivement à connaître l'étendue, la profondeur, l'ampleur du désastre qui devait s'abattre sur le Burkina Faso. Et là, ça va crédibiliser également les thèses, parce que depuis longtemps, on disait que
y avait des gens qui ne voulaient pas de cette marche radieuse du Burkina Faso vers son développement, vers son autonomie, et qu'il y avait des gens qui passaient le temps à dire que c'était des procès, c'était donc des procès d'intention, c'était des complots inventés. Et l'organisation de ce procès, et moi je souhaite que ce soit un procès public pour que nous puissions effectivement assister à cela et de voir les tenants et les aboutissants, et par la même occasion découvrir aussi des non-dits. Les non-dits sont très nombreux. Ça peut sembler au départ être circonscrit seulement au niveau du Burkina Faso, mais on peut avoir des pays effectivement extérieurs, étrangers, qui ne supportent pas cette trajectoire prise par le Burkina Faso. Ça va non seulement permettre aux services, donc aux différents services de l'État d'encore une fois de bétonner l'architecture des renseignements et de finalement adopter d'autres mesures qui vont certainement faire appel à une mobilisation générale, à une mobilisation populaire pour que ce genre de projet funeste-là ne puisse plus avoir les jours dans notre pays. Au final, l'affaire Paul-Henri Sandaogo Damiba dépasse largement le destin d'un homme. Elle révèle comment le Burkina Faso et le Togo gèrent des dossiers sensibles sans rompre le dialogue. Cette extradition montre une chose essentielle. En politique internationale, les décisions les plus discrètes sont souvent les plus stratégiques. Alors dites-moi, s'agit-il d'un simple respect des règles ou d'un accord diplomatique plus profond? Donnez votre avis en commentaire. Likez si vous voulez plus d'analyse géopolitique. Abonnez-vous pour suivre l'actualité politique africaine autrement.